Bonsoir, bonjour tout le monde. Reprise des séries ce week-end du côté de la MLS. Ça va faire du bien. Elle était longue. Elle était longue, cette pause-là. On avait hâte qu'elle se termine. C'est maintenant fait. On va reprendre l'action. Donc, la pause aura été très, très longue, mais ceux qui l'ont trouvé long, si vous avez écouté le match Canada-Suriname hier, victoire convaincante, enfin, de la sélection canadienne sur le Suriname. Ça va les amener en demi-finale. C'est quand ça? C'est au mois de mars. C'est affreux. C'est affreux le calendrier de soccer présentement. Mais ça reprend en fin de semaine pour ce qui est de la MLS avec l'absence de l'Inter de Miami, avec l'absence du Crew de Columbus, avec l'absence du FC Cincinnati. On va-tu quand même avoir du bon soccer? Croyez-vous qu'on va réussir à avoir du bon soccer? Avant de commencer, je veux remercier l'ensemble des auditeurs, des auditrices qui sont avec nous depuis maintenant 2 semaines. C'est la deuxième édition d'MLS 24/7. Je veux prendre le temps de vous remercier. On a eu des bons résultats pour la première édition. On va essayer de maintenir ça comme ça. Juste rappeler les règles du jeu. Ce soir, c'est MLS 24/7 présenté tous les mercredis sur le coup de 20h en direct sur notre chaîne YouTube. Le dimanche à midi, c'est le podcast Soccer BBN. Donc, on va se parler du CF Montréal le dimanche. Je sais que ça bouge chez CF Montréal. On va s'en parler quand même tantôt parce que paraît qu'ils sont en MLS. Donc on va s'en parler. Ils vont faire partie de l'actualité. Ce qui retient l'attention cette semaine en MLS, bien sûr, Tata Martino qui quitte l'Inter de Miami. Raison personnelle, certains diront, quelques rumeurs peut-être de passage en politique pour Tata Martino, quoi qu'il en soit. Je suis obligé de vous dire que l'Inter de Miami aura raté la cible. L'Inter de Miami aura raté la cible. On aura beau dire qu'ils ont gagné le Supporter Shield et de belle façon. De belle façon, on va leur donner. Par contre, chose hyper importante, ce club-là était consacré à remporter les séries d'après-saison dans la MLS. Chose qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont été freinés, je vous le rappelle, par un gardien de 40 ans, Guzan, qui a joué tout un match, qui a condamné Lionel Messi au silence ou presque un but de la tête seulement dans cette compétition 2-3 face à Atlanta United. Alors, c'est sûr qu'il y avait des déceptions du côté de l'Inter de Miami. Donc, c'est réglé. Tata Martino quitte l'Inter. L'FC Cincinnati est sans aucun doute l'équipe qui retient le plus l'attention présentement. On sait que Acosta ne devrait pas être de retour. Saison difficile pour FC Cincinnati. Quelques blessures. Contrat de Luka, contrat de Uralano. Les rumeurs Kevin Denke sont maintenant confirmées. Transfert record pour le FC Cincinnati, 17 millions d'euros en provenance de Cercle Bruges qui se garde un 10% pour la revente. Contrat de 5 ans avec le FC Cincinnati évalué à 3 millions par année. Donc, on commence la valse des gros billets du côté de la MLS. Je trouve ça dommage, par contre, qu'on annonce des transactions. Il y a une chose qui me chicote, puis je ne sais pas si on est tous à la même place, et j'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Si vous êtes avec nous en direct via l'application YouTube, je vous demanderais de me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Excusez-moi, j'avais un pitchoum en formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne trouve pas sérieux dans une ligue comme la MLS que toutes les équipes puissent annoncer certaines transactions ou certaines décisions d'équipe avant tout le monde.
On sait que les équipes ont jusqu'au 27 novembre prochain pour soumettre à la MLS leur liste de décisions concernant les activations d'options, les renouvellements de contrats et ces choses-là, en vue, bien sûr, de la saison prochaine, mais également du draft d'expansion. On sait qu'il y a une équipe nouvellement arrivée en MLS, FC San Diego, qui arrive pour la saison prochaine. Il y aura donc un super draft en décembre. Mais je trouve qu'on devrait avoir non seulement une date butoir, mais ça devrait être la même pour toutes les équipes. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des équipes présentement qui ne sont pas éliminées du championnat et qui devront annoncer leur choix avant même la fin de la saison. Ce qui peut, selon moi, à mes yeux, devenir une certaine distraction dans le vestiaire. Donc ça, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense qu'on devrait se donner peut-être 2 jours après le championnat de la MLS pour dire, OK, là, 2 jours après avoir remis la MLS Cup, toutes les équipes, la même journée, fournissent leur roster decision. Il me semble que ça serait mieux pour l'ensemble de tout le monde. Et il y a des équipes présentement qui se concentrent à évoluer dans le championnat, à essayer de mettre la main sur la coupe. On sait que LAFC, Seattle, LA Galaxy, Minnesota, New York City, le Red Bull, Orlando et Atlanta sont encore dans la course. Je ne suis pas sûr que toutes ces équipes-là sont en train de négocier des contrats à l'extérieur pendant qu'ils traversent une sphère importante de leur saison. Donc là-dessus, je trouve ridicule qu'on puisse à ce moment-ci annoncer avec à peu près certitude des transactions comme celle de Kevin Denke, qui n'a pas été confirmée encore par le club officiellement, mais selon toute vraisemblance, ce sera ça. Mais je trouve que les clubs qui ont déjà annoncé leur off-roster, qui ont commencé déjà, puisqu'ils sont éliminés, leur magasinage d'entre-saison, ont un avantage certain sur les clubs qui sont encore dans la course. Quoi qu'il en soit, c'est ça qui est ça. Et ça va rester comme ça. Mais je veux vos commentaires là-dessus. C'est peut-être moi qui est dans le champ. Et, tu sais, ce n'est une autre chose. Je veux lever mon chapeau, féliciter Wilfried Nancy, entraîneur-chef de l'année du côté de la MLS, qui remporte le total des 3 suffrages, soit le vote des joueurs, le vote des entraîneurs et le vote des médias. Donc, cumuler ces 3 votes-là ensemble, Wilfried Nancy devient l'entraîneur de l'année. Cherundolo, c'est l'entraîneur du LAFC. Il est présentement dans la course à la Coupe MLS. Il s'est qualifié à la grande finale à chacune de ses 2 premières années en tant qu'entraîneur-chef. Il pourrait devenir un des 3, le 4e entraîneur à mettre la main sur la MLS Cup à l'intérieur de 3 saisons. Il n'y a pas grand monde qui ont réussi cet exploit-là à la MLS. Il y a Bruce Arena qui l'a fait avec 2 formations, donc avec DC United en 96-97 et avec le LA Galaxy, 2011, 2012, 2014. Frankie Allops en 2001-2003 avec San Jose Earthquakes. Dominic Kenner l'a fait en 2006-2007 avec Houston. Donc, l'entraîneur du LAFC pourrait rejoindre une liste assez sélecte d'entraîneurs-chefs qui ont réussi ça. Il y en a très peu. Et je pense que ça vaudrait la peine, si on attend que la saison soit complètement terminée, incluant le championnat des séries qui compte le plus, parce que c'est là qu'on remet le trophée de la MLS,
j'aurais aimé qu'on attende ça. Ça m'étonnerait que ça arrive, mais imaginez que Valentino, entraîneur-chef par intérim qui a pris les rênes d'Atlanta United, est sorti Tata Martino et son Inter de Miami, alors que personne les voyait en série. Même Atlanta United avait déclaré en début de saison que ce n'était pas l'objectif cette année, mais que dans l'entre-saison qui s'en vient, ils allaient être très actifs pour remettre cette équipe-là sur les rails. Mais imaginez le conte de fées si Valentino devait arriver à soulever la Coupe MLS cette saison. Les chances sont minces, je ne dis pas le contraire. Mais c'est une perspective qu'il faut quand même évaluer. Donc, s'il arrive là, est-ce que ça fait de lui l'entraîneur de l'année? Je vous rappelle que Wilfried Nancy a un excellent palmarès cette saison-là. On ne se le cachera pas, là, mais record de points à 66 points, record de buts à 72 buts pour sa formation, record de club pour le plus grand nombre de victoires à 19, le meilleur différentiel de la Ligue à plus 32, deuxième au Supporter Shield, mais sorti rapidement de la course à l'après-saison. Donc, là-dessus, j'ai la difficulté avec ces prix qu'on émet alors qu'on écarte des candidats dont on n'a pas connu l'ensemble du parcours. Peut-être que je me trompe. Peut-être que ce n'est pas moi qui devrais faire ça. Quoi qu'il en soit, il y aura des gros matchs. Il y aura des gros matchs. Ça reprend ce week-end. Maintenant que Messi n'est plus là, maintenant que Cucho n'est plus là, maintenant qu'Acosta n'est plus là, qui sera la grande vedette des séries d'après-saison? Qui va tenir les fans, les auditeurs d'MLS Season Pass devant le petit écran pour suivre les séries d'après-saison? Est-ce que ça sera Ricky Puig? Est-ce que ça sera Forsberg? Est-ce que ça sera Bouanga qui pourrait faire de cette formation-là une dynastie? Et Bouanga, là, il est à un but. Un but de Rui Diaz de Seattle pour le plus grand nombre de buts en série chez les joueurs actifs. Il y a seulement 11 matchs de fait. Avec 2 buts, Bouanga devient un des joueurs sélects de la MLS à atteindre les 10 buts. Deviendrait le 4e joueur de la MLS à atteindre les 10 buts en carrière, en série, et rejoindre les Landon Donovan, les Carlos Ruiz, les Brian McBride. Il y en a 9. Je vous ai dit 5, je m'excuse, il y en a 9. Mais il peut atteindre, Bouanga, un club select. Et on l'oublie parfois, mais le LAFC est une très jeune formation. Le LAFC est arrivé en MLS en 2018, pourrait gagner une 2e Coupe MLS dans les 3 dernières saisons. C'est assez incroyable. Mais il va y avoir du soccer intéressant. Maintenant, c'est de savoir qui va se démarquer et qui va nous tenir en haleine. Est-ce que ça sera Dane Sinclair du côté de Minnesota? Est-ce que ça sera Bouanga à LAFC? Est-ce que ça sera Peck, Puig, Pencil du côté du LA Galaxy? Est-ce que ça sera Forsberg, Morales? Peut-être. Ça va être intéressant de suivre ça. Donc, gros week-end. Je ne sais pas quelles sont vos prédictions. Je vais vous donner les miennes. Mais LAFC face à Seattle, je vais y aller avec LAFC. J'ai déjà donné mes prédictions dans le show de Mathieu. Si vous n'avez pas écouté ça, le lunch du midi, présenté le mardi,
par Mathieu de Ballon Rond. Donc, j'ai donné mes prédictions là. Je vais vous les retransmettre à vous. LAFC va passer Seattle. Je vous le disais, LAFC peut devenir une dynastie. Ils sont arrivés en MLS en 2018, pourraient remporter un deuxième trophée en 3 saisons. C'est vraiment wow. Il y a 2 équipes qui ont atteint la finale en 3 ans. C'est DC United 96-99. Les Revs 2005-2007. C'est un parcours impressionnant quand même, celui du LAFC. Et je pense que ce sera... ils ont l'équipe construite pour se diriger en finale de l'association de l'Ouest et éteindre Seattle ce week-end. Le LA Galaxy, je vous le mentionnais, une équipe très bien construite, un balance, un équilibre parfait entre la jeunesse et l'expérience. Moi, je crois que LA Galaxy aura le dessus sur Minnesota, malgré les performances solides de Dane Sinclair. Je crois que cette formation-là, elle est supérieure à Minnesota. New York City face à Red Bull, c'est le duel de la jeunesse, hein? On sait New York City, un seul joueur de plus de 30 ans. Il s'appelle Maxi Morales, mais il est très important pour cette formation-là. Il a 36 ans. La moyenne d'âge à New York City est 23,6. Le New York Red Bull, 23,9. C'est vraiment un duel de jeunes coqs, celui entre New York City face à Red Bull, qui va se jouer malheureusement sur un terrain plutôt médiocre. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. On n'aura pas le choix. Red Bull avec Maeva, avec Forsberg, avec Burke, possède, selon moi, l'équipe la plus solide entre les deux New York. On sait que c'est New York City qui a l'avantage au Citi Field, l'avantage du terrain. Ce sera intéressant de suivre ça tout de même. Orlando face à Atlanta, pour moi, c'est le match, je ne veux pas dire le moins intéressant de la semaine. Je pense que Orlando est dans une conquête importante. Je pense que Atlanta sont en train de surprendre tout le monde avec l'élimination du CF Montréal, avec l'élimination de l'Inter de Miami, qui est quand même un gros statement pour Atlanta qu'on ne voyait même pas dans les séries d'après-saison pour la présente campagne. Donc, Valentino est en train de réaliser un coup de maître présentement et force peut-être la main de la direction d'Atlanta présentement pour lui confirmer son poste pour la saison prochaine. C'est quelque chose qui se pourrait. C'est quelque chose qui pourrait arriver. Quelques nouvelles en rafale avant de terminer, et je veux qu'on se garde quelques minutes pour le CF Montréal, malgré tout, parce qu'ils font partie de la MLS, on va s'en parler. Eric Quills devient le nouvel entraîneur-chef du FC Dallas. Ça a été confirmé dans les dernières heures. Donc, il s'amène à la barre. Tata Martino, je vous l'avais dit, qui quitte la direction de l'Inter de Miami. Acosta, c'est pas mal terminé, c'est pas mal réglé avec Cincinnati. Devrait retourner, là, selon toute vraisemblance, du côté de Boca Junior. C'est ce qui en ressort. On va suivre ici à MLS 24/7 l'ensemble des signatures et des contrats. La semaine prochaine, on va se parler également des joueurs qui sont disponibles dans cette fin de saison-là. Quel joueur pourrait changer d'adresse, demeurer en MLS, mais changer de formation? Il y a des joueurs qui sont intéressants présentement, qui arrivent au terme de leur présent contrat. Ça a bougé également chez le CF Montréal. Plusieurs rumeurs, en tout cas, qui semblent vouloir confirmer le non-retour de la sensation en attaque
Joseph Martinez. Est-ce que c'est un bon shot? Est-ce que c'est un mauvais choix? On va s'en parler dimanche prochain dans MLS, dans BBN. Donc, dimanche sur le coup de midi. Manquez pas ça. On va s'en parler plus en profondeur. Je veux qu'on se parle également de défensivement. Joel Waterman qui a été reconduit dans ses fonctions, contrat de 3 ans plus 1 année d'option. Est-ce que ça sonne le glas pour Gabriele Corbeau? Seul l'avenir va nous le dire, mais il y aura un réaménagement à faire au sein de cet alignement-là si on confirme bien sûr le départ de Joseph Martinez, qui, selon toute vraisemblance, ne sera pas de retour avec la formation du bleu-blanc-noir. Et c'est normal. C'est normal selon moi. Je vous explique pourquoi Joseph Martinez s'est relancé avec le CF Montréal cette saison, est à la recherche d'un contrat sur la durée. Joseph Martinez, la réalité des choses, c'est que malgré une excellente fin de saison, avec le bleu-blanc-noir, aura quand même terminé au 28e rang des marqueurs de la MLS. C'est quand même loin, c'est quand même un bon contrat. Et la raison pourquoi il a fini aussi loin, c'est bien sûr une petite crise d'ego au cours de la saison. Et c'est également les blessures. Donc, est-ce que tu veux signer à long terme un Joseph Martinez qui s'est remis de blessure? La réponse, elle est évidente. C'est non. C'est non. Tu ne veux pas t'entendre sur le long terme avec un Joseph Martinez. Donc, je pense qu'il y aura un réaménagement. Maintenant, il faudra voir comme il faut la stratégie chez le CF Montréal. Est-ce qu'on doit remplacer Joseph Martinez ou on doit entourer Mathias Coccaro, qui, je vous le rappelle, est déjà sous contrat avec le CF Montréal pour la prochaine saison. Il faudra faire le choix de l'un ou l'autre. Beaucoup de frustration aujourd'hui suite à cette annonce-là, non confirmée, je vous le rappelle, par le CF Montréal, mais faudra réagir du côté du CF Montréal pour calmer les ardeurs du public. Joseph Martinez, personne ne le voulait. On l'a amené à Montréal. Tout le monde était un peu fâché. Tout le monde avait dit qu'il était fini. Tout le monde avait dit que ça ne serait plus jamais le joueur de concession qu'il a été pour Atlanta United. Il nous a donné 6 bons matchs en fin de saison. Et le CF Montréal deviennent des pourris à vouloir le marchander et le laisser partir sans le signer à long terme. Donc, je ne comprends pas cette frustration émanant chez les partisans du CF Montréal. Je pense que le CF Montréal fait la bonne décision. J'aurais été à l'aise qu'on signe Martinez pour 1 année d'option. Tu ne le voulais pas nécessairement sur le long terme. Et c'est ce que cherchait Joseph Martinez. Donc, la meilleure solution est de les laisser partir en toute liberté. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Le CF Montréal, pour moi, a pris la bonne décision maintenant. Il faudra voir parce qu'on ne s'attend pas au retour de Victor Wanyama non plus du côté du CF Montréal. Donc, avec l'argent de Wanyama, avec l'argent de Joseph Martinez, comment on va réaménager l'alignement de cette formation-là? Est-ce qu'on va faire un réaménagement offensif? Est-ce qu'on va entourer Mathias Coccaro ou on va essayer de trouver un joueur qui va poursuivre le développement et l'élan d'un Caden Clark, d'un Bryce Duke? Faudra voir. Mais avant d'en juger, je pense qu'il faut attendre les prochaines confirmations du CF Montréal. Donc, attendre la liste off-roster. CF Montréal, ça s'en vient. Là. Ils ont jusqu'au 27. On est le 20 au moment où on enregistre le show de ce soir. Donc, ils ont encore 1 semaine là, pour se décider sur le off-roster. Visiblement, le travail est fait. Tout le monde se demandait, est-ce qu'il va y avoir un directeur sportif au CF Montréal? Je suis obligé de vous dire que la réponse, elle est probablement non, puisque les décisions semblent se prendre. On semble vouloir confirmer le départ de Joseph Martinez. On a confirmé la prolongation de contrat pour Joel Waterman.
Waterman, qui soit dit en passant, figure parmi les 5 meilleurs défenseurs centraux de la MLS et se retrouve à aller avec l'équipe nationale quand même, en sélection nationale. C'est quand même pas rien. Il y en a beaucoup des défenseurs qui sont disponibles pour le Canada. Joel Waterman fait partie de la discussion. C'est donc dire qu'il fait le travail. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'on l'a peut-être préféré à Gabriele Corbo? Le sort de Corbo n'est pas encore jeté au moment où on se parle, mais ça sera intéressant. Justin nous dit, moi, ce qui me fait peur, Jeff, c'est le salaire de Joel Waterman. Et il faudra voir parce que présentement, on n'a pas les détails du nouveau salaire de Joel Waterman et j'ai pas amené mes notes du dernier balado, mais je l'avais la semaine dernière. Fait que c'est sûr que ça a commandé une augmentation de salaire. Maintenant, de quel ordre elle est? Il fait partie du top 5 des agents libres, effectivement. Et la semaine prochaine, je vous mentionnais qu'on va vous revenir avec la liste des joueurs qui sont disponibles. On devrait avoir pas mal tous les off-roster, les roster decisions lors du prochain balado. Donc, on va se faire un portrait global des joueurs qui sont disponibles et ceux qui pourraient aider certaines formations. Mais quoi qu'il en soit, Waterman n'est plus disponible, mais il était effectivement, Justin, sur la liste des 5 joueurs 5 meilleurs agents libres dans sa position. Donc, c'est un très, très, très bon signe pour l'avenir du CF Montréal. Lui, petit gars de la Colombie-Britannique qui est arrivé de la CPL, un des premiers joueurs de la CPL, sinon le premier à avoir fait le saut en MLS. C'est un succès en soi. Fait que là-dessus, je vous souhaite de passer un excellent week-end soccer en MLS. Gênez-vous pas de nous suivre, gênez-vous pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Tous nos podcasts, que ce soit le podcast BBN du dimanche à midi, que ce soit MLS 24/7 présenté le mercredi à 20h en direct, sont disponibles sur la chaîne YouTube. Donc, merci à vous d'avoir été là et je vous souhaite un excellent week-end soccer.